Bueno. Hola, buenos días a todos. Bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être ici. La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour parler tout particulièrement du changement pour les copies privées, c'est-à-dire le canon numérique qui a été supprimé au mois de décembre de l'année dernière sans avoir offert aucune autre mesure alternative, même si on disait qu'on allait se faire dans 2 mois. Alors aujourd'hui, on voudrait analyser cette situation avec 2 représentants. L'un, quelqu'un qui représente les créateurs, c'est-à-dire Imanol Uribe, et Irpon Tiek, qui représente d'une part, il est le délégué général de Eurocinéma et aussi de Eurocopia, qui va partager avec nous son propre point de vue par rapport à l'importance de tout ceci et par rapport à quelle est la perception de tout ceci dans des pays qui protègent la propriété intellectuelle comme un élément clé de la création culturelle. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour excuser l'absence de Nicolas Boveri, une représentante qui devait venir, mais suite pour des raisons personnelles, elle a dû abandonner, quitter le festival, et voilà pourquoi elle ne peut pas être ici pour partager avec nous le point de vue de l'entité de gestion belge par rapport à ce nouveau modèle qui n'a pas été mis en œuvre ni développé et qui a un impact très important. Et là, je vais passer la parole après leur présentation. Si vous voulez, on pourra poser des questions, faire un débat et ensuite on a préparé un petit cocktail pour vous tous à Nineo, le restaurant qui est en sortant à gauche. Voilà les 2 représentants que nous avons. Bonjour. Très rapidement, je voudrais soulever certains points, des choses que nous tous connaissons, des choses très évidentes. C'est triste, mais il faut continuer à les répéter. Nous, les créateurs, nous devons être payés comme n'importe quel autre travailleur. C'est évident, mais il faut continuer à insister. Et la compensation ou les paiements pour les copies privées est la partie de paiement que le créateur doit recevoir, oui, c'est évident, mais je crois que fort malheureusement, la situation elle est telle qu'il faut continuer à insister. La compensation pour des copies privées est payée selon notre système juridique depuis 1992 comme un paiement pour payer la création culturelle. L'administration par copie privée est une rétribution privée à payer par les sociétés fabricantes et importatrices qui font des reproductions musicales, audiovisuelles ou littéraires. Ce sont les sociétés qui tirent profit de la commercialisation des équipes. Ni les entités de gestion, ni les créateurs voulons dépendre d'une taxe ou des budgets généraux de l'État. C'est pas notre volonté. Afin d'être payés, lorsque cette obligation en Europe repose sur les fabricants de technologies. Partout en Europe, ce sont les fabricants de technologies. Et ici, maintenant en Espagne, on dépend de l'administration de ce point de vue-là. Les copies privées sont une rémunération, un paiement privé payé par les sociétés qui sont en train de s'enrichir par la voie de la fabrication de certains équipements pour faire des copies des tiers, par exemple. Les ayants droit ne veulent pas un modèle où ceci serait payé par tous les citoyens sans discrimination. L'État ne doit pas être là pour payer. Ce sont les sociétés technologiques qui doivent subvenir à cela. Maintenir la contribution de 4% dans l'industrie culturelle et continuer à générer des emplois dans le secteur, ce sera possible seulement si on protège les droits des créateurs. Le paiement par copie privée aide à promouvoir le cinéma espagnol. Par exemple, si on éliminait la collaboration avec des festivals, les assurances médicales à des auteurs, la lutte contre le piratage, etc., ne pourrait plus exister. Les entités de gestion des droits espagnols et les associations européennes soutiennent le système de paiement par copie privée qui existe partout sauf en Espagne.
et réclame à l'État espagnol la restitution du système ancien pour que les droits des créateurs et des industries culturelles soient respectés. Pour résumer les éléments clés, je dirais que ni les entités de gestion ni les créateurs voulant dépendre d'une taxe ni des budgets généraux de l'État. Ça doit être pillé avec des ressources privées, non pas avec l'argent public, surtout maintenant dans une période de crise comme celle-ci. Le nouveau modèle ne bénéficie personne. Avec le modèle ancien, l'État ne payait pas les 115 millions qu'on a calculés comme des dommages pour les copies privées. Maintenir ce 4% de l'industrie culturelle et continuer à générer des emplois dans le secteur est possible seulement si on protège les droits des créateurs. Le paiement par copie privée aide à promouvoir le cinéma espagnol, et si c'est éliminé, la collaboration avec des festivals, par exemple, n'existerait plus. Pour résumer, où le titre est que l'État ne s'occupe pas des créateurs. Je crois que c'est comme ça. L'État nous néglige, ne s'occupe pas de nous. Voilà des idées claires. Je vais parler français, je m'en excuse. Je parle beaucoup de langues, mais pas l'espagnol. Je trouve que ça devient presque une erreur dans un monde où l'Espagne, où le monde hispanisant devient important. Et je pense beaucoup à l'Amérique du Sud, que j'aime autant que l'Espagne. Et j'espère réparer cette faute linguistique. Je voulais, avant d'aborder la question de la copie privée, comment nous voyons comme société qui gérons cette rémunération au niveau européen, comment nous voyons la situation espagnole, je voudrais d'abord exprimer ma solidarité avec le cinéma espagnol qui vit des heures, je trouve, vraiment sombres. Je dirais que couper les soutiens publics au cinéma, augmenter la TVA dans les salles de cinéma, et puis maintenant pratiquement supprimer une ressource qui n'est pas une ressource d'État, comme on vous l'a dit, une copie privée, supprimer 115 millions d'euros pour l'ensemble des auteurs, des artistes, des producteurs, parce que les gens copient. Je trouve que c'est une politique remarquable par sa nullité. Et malheureusement, j'ai beaucoup suivi nos amis italiens, cinéma italien, qui connaissent les mêmes déboires. C'est un gouvernement Berlusconi, il y a 5 ans, 10 ans. Je pense que certains d'entre vous étaient au Festival de Venise à l'époque et ont vu à quel point la situation était grave en Italie, mais aussi n'a jamais été réellement solutionnée. C'est-à-dire que le cinéma italien a été victime d'une politique gouvernementale qui a affaibli le cinéma, dont il n'est pas sorti. Donc ce qui se passe dans votre pays, du point de vue des choix de politique publique, me paraît être grave et surtout porter des conséquences sur le court et moyen terme. À un moment où tous les pays se soucient de soft power, et dans l'idée de soft power, il y a l'idée que les industries culturelles sont des éléments du message culturel, linguistique, politique d'un pays. Je pense par exemple au Canada, la France, les États-Unis, un soft power culturel très fort. C'est quand même tout à fait étonnant de ne pas voir que le cinéma espagnol, avec sa vitalité, est un élément important de l'expression du monde hispanisant. Maintenant, venons à la copie privée. D'abord, je voulais vous dire que les Espagnols, aussi les créateurs espagnols, ont toujours été solidaires de nous. Il y a très longtemps, j'étais très jeune et j'avais dû mener la bataille de l'exception culturelle à Bruxelles, dans un climat extrêmement violent. Et l'exception culturelle, c'était la volonté de garder une liberté pour la création dans les négociations commerciales. Et j'avais demandé à l'époque à plusieurs réalisateurs de venir, parce que leur voix porte, et on avait fait une conférence. Et je me souviens, comme si c'était hier, Fernando Trueba était venu pour les Espagnols, et sans hésitation. Et pour moi, c'était des actes très forts. Et je trouve qu'aujourd'hui, nos associations qui gèrent la copie privée, et en Allemagne, en France, en Suède, aux Pays-Bas, au Danemark, en Pologne, dans la République tchèque, en Italie, en Suisse,
aussi des sociétés qui émergent dans les pays, anciens pays de l'Est, comme la Roumanie par exemple. Nous voulons être solidaires de ce dont notre société, nos collègues espagnols, Hereda pour les producteurs, sont les victimes aujourd'hui. Nous considérons que, je ne vais pas apporter de jugement moral, mais il y avait une rémunération en tout pour l'ensemble des ayants droit qui représentait 115 millions, qui était redistribuée au profit des auteurs, au profit des artistes-interprètes, au profit des producteurs, et pas simplement espagnols. Quand les films français sont copiés sur une chaîne espagnole, de même que quand les films espagnols sont copiés en France ou en Allemagne, nous opérons par réciprocité, c'est-à-dire que nous rémunérons les films espagnols qui sont copiés en France ou en Allemagne ou dans les autres pays, et la même chose, nos collègues espagnols rétrocèdent les rémunérations pour les films qui sont copiés en Espagne et qui sont elles-mêmes donc rétrocédées à leurs bénéficiaires, c'est-à-dire les producteurs, les artistes et les auteurs dont les films sont copiés. Donc c'est un mécanisme assez simple qui fonctionne d'ailleurs remarquablement bien. Et nous avons depuis environ 15 ans créé une association qui s'appelle Eurocopia, qui est destinée justement à discuter à peu près tous les 3 mois à la fois la situation dans les pays, de voir comment la copie privée fonctionne, et puis par cette association nous avons essayé aussi d'améliorer le fonctionnement, de faire en sorte que les choses soient le plus claires, le plus égales, le plus équitables pour les ayants droit. Et je trouve que cette expérience Eurocopia est plutôt une expérience intéressante. Je crois que l'Europe, c'est comme ça qu'on la crée, c'est-à-dire à travers des gens qui travaillent sur des projets très spécifiques, sur des entreprises très spécifiques, mais c'est l'ajout de toutes ces entreprises au niveau européen qui un jour feront que l'Europe existe. Donc, évidemment, qu'est-ce qui va se passer avec 5 millions d'euros si c'est ça ce que le gouvernement veut bien donner? Donc ça relève vraiment de la charité. Mais enfin, la notion de charité n'est plus tellement une notion de politique publique au XXIe siècle. Ça va avoir pour effet que les Espagnols vont être très isolés, évidemment. Participer à un concert commun au niveau européen, sinon au niveau mondial, d'échange de copies. Par rapport à la France, l'Espagne est sans doute beaucoup moins, administre moins son cinéma. Et je voyais que par exemple une société comme Hereda faisait beaucoup avec ses bureaux, sa présence par exemple dans toute l'Amérique latine, faisait un travail non seulement pour administrer la copie privée, mais aussi pour former les gens au droit d'auteur, pour créer des structures à même de gérer les droits d'auteur et d'informer les ayants droit, donc les auteurs, les producteurs, de leurs droits en matière de droits d'auteur. C'est bien, l'Amérique du Sud, par exemple, c'est pas toujours évident. Donc, non seulement il y avait un travail de perception, de paiement d'une rémunération précise, mais aussi tout un travail de lobbying, tout un travail d'information, de formation des gens, qui, moi, me paraissait remarquable. Donc, c'était un plus pour la création culturelle espagnole. C'était un plus pour l'Espagne, tout ça. C'est pas un moins. Donc, je vois que tout ça risque d'être s'aborder. Et ça, c'est vraiment ma première tristesse, c'est ma première observation. Bon, l'autre chose, les sociétés, je vous l'ai dit, quand il y a des films copiés en France, en Belgique, en Allemagne, dans tous les pays, on identifie les films, on identifie même l'audience, et on va fixer le montant de la rémunération en fonction de l'audience, et on va ensuite, chaque société allemande, française, va rétrocéder à Hereda pour les producteurs les sommes sur la copie privée collectées en France, en Allemagne, aux autres pays. Hereda, après, va la redistribuer aux producteurs.
Donc nous allons continuer à faire ça. Nous allons continuer, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France, que ce soit la Belgique. Pour l'instant, il n'y a aucune espèce d'hésitation. On a eu une réunion vendredi ici qui était une réunion de travail et plusieurs délégués de plusieurs pays étaient présents. Pas question pour l'instant de dire on ne va plus payer l'Espagne parce que l'Espagne ne pourra plus nous payer. Quand vous avez 115 millions d'euros et puis que vous passez éventuellement, parce que les choses ne sont même pas claires ni sûres, d'après ce que j'ai compris, à 5 millions, vous êtes tout à fait dans une situation, de mon point de vue, désespérée. Nous allons continuer à payer, nous le ferons. Considérons que c'est un devoir vis-à-vis de la création espagnole, nous le ferons. Nous pensons que les temps vont être difficiles pour la création espagnole, donc ce n'est pas le moment de laisser les créateurs espagnols seuls, isolés. Il faut au contraire les aider. Et aussi au niveau européen, et c'est un petit peu là que je peux être utile, nous allons essayer de sensibiliser à la fois le commissaire européen qui est chargé des questions de propriété intellectuelle, M. Michel Barnier, mais aussi les membres du Parlement européen, qui sont eux aussi chargés, qui sont co-législateurs, donc qui ont une vraie responsabilité en matière non seulement de mise en œuvre, mais aussi de rédaction des textes liés aux questions de propriété intellectuelle. Sur le fond, nous pensons que le gouvernement espagnol, sur le plan juridique, n'a pas raison. Il n'a pas raison parce que dès lors que dans la loi, quel que soit le pays, vous inscrivez le principe de la copie privée, le principe que vous reconnaissez en votre loi que les gens copient, et c'est vrai que les gens copient encore beaucoup, ils aiment faire des copies des films, ils aiment bien les voir chez eux, c'est comme ça. Nous ne pouvons pas nous y opposer, nous n'y opposons pas. Donc, le législateur a créé la contrepartie. Les gens copient, et en contrepartie, les auteurs, les artistes, les producteurs reçoivent une rémunération qui est un forfait, qui ne couvre jamais le prix réel de ce qu'est la consommation d'un film. Le film coûte cher à faire. Il faut bien voir ce qu'il en est. Donc ce principe a été fixé dans les années 60 et maintenant dans certains pays la rémunération est perçue aussi par exemple sur les ordinateurs, sur les PC, sur les disques durs, parce que les technologies évoluent et elles permettent de copier. Et alors les gens pourraient stocker, pourraient regarder les films en direct, parce qu'il y a des moyens tout à fait efficients, on se rend compte qu'ils continuent quand même à copier. Donc ils pourraient simplement se connecter et regarder en direct, et ils continuent à aimer copier. Donc ça reste un acte important dans l'espace du droit d'auteur. Donc nous pensons que le gouvernement espagnol, en scindant le principe en deux, c'est-à-dire que la copie privée, le principe de la copie privée, la reconnaissance de la copie privée n'est pas démenti par le gouvernement. Mais en revanche, le gouvernement ne sert pas, si vous voulez, il ne respecte pas toute la logique, qui est que dès lors que le principe de la copie privée est inscrit dans la loi, une rémunération doit obligatoirement être associée. Et cette rémunération, elle ne doit pas être payée par une taxe, mais elle doit être payée par celui qui copie. Et celui qui copie, c'est le public. Alors, on ne demande pas au public, mais on demande à ceux qui donnent les moyens de copier. C'est-à-dire, en général, pour des cassettes, au départ, c'était les importateurs ou les fabricants de cassettes dans les pays européens. Maintenant, c'est beaucoup d'importateurs de ce genre de matériel, puisqu'on ne produit plus ces choses-là. Et puis aussi les autres types d'industriels qui actuellement fournissent d'autres moyens de copier, comme les PC, comme d'autres matériels. Donc c'est eux qui doivent payer cette copie privée aux sociétés d'ayant droit, qui eux-mêmes les retrocèdent. Et je peux vous dire que là-dessus, il n'y a aucun problème. La façon dont sont gérées ces sociétés de copie privée, qui sont des sociétés assez jeunes dans le monde de la gestion collective,
qui travaillent avec des moyens très modernes, des ordinateurs, parce qu'après tout, il s'agit comme les banques de collecter de l'argent puis de le redistribuer, ça va vite quand on demande des gens. Pas de problème, donc on ne peut même pas faire de grief à ces sociétés sur leur fonctionnement. Nous pensons que tel que le gouvernement espagnol maintenant interprète les choses, elles ne sont pas conformes au droit européen, parce que ces concepts de copie privée sont aussi fixés dans le droit européen. Et il y a même une jurisprudence de la Cour qui est très claire sur la façon dont ces choses-là doivent être fixées. Ce n'est pas une surprise pour moi que je dirais que l'administration espagnole ne comprenne pas trop les règles européennes, parce que il n'y a pas que les Français, le gouvernement français, que je conseille parfois, n'a pas l'air de comprendre toujours, d'ailleurs sur des gouvernements de gauche ou de droite, il ne faut pas faire d'analyse partisane là-dedans. Ces gouvernements devraient comprendre qu'ils sont en Europe, que la loi européenne est maintenant la loi fondamentale sur beaucoup de sujets. Donc c'est la loi fondamentale qui décide de ce que vous devez faire, et vous, gouvernement, vous devez après vous devez vous en inspirer. Mais ces lois ne sont pas non plus, parce que je ne veux pas faire non plus de l'anti-européanisme ici, parce que vraiment ce n'est pas mon souci. Ces lois européennes sont décidées par les gouvernements. C'est même eux qui les fixent, in fine. Avec les deux collèges, d'abord les ministres qui siègent au fond comme législateurs, et puis le Parlement européen qui est co-législateur, auquel les représentants des partis espagnols sont pleinement présents, impliqués. Donc c'est pas non plus les lois européennes, ne sont pas non plus des lois, je dirais, qui sortiraient une sorte de dictature hors de tout sens démocratique. Donc nous pensons que ces façons espagnoles sont quand même très critiquables, et nous envisageons de continuer les actions au niveau européen. Alors vous allez me demander, je réponds déjà à votre question puis je finirai. D'abord, nous avons sensibilisé les élus et l'administration européenne. Et je crois que REDA a déjà commencé. Les artistes, interprètes aussi, qui sont organisés au niveau européen, ont aussi sensibilisé les autorités européennes, de manière à voir comment la situation espagnole pourrait être, je dirais, repensée d'une façon raisonnable, et dans un sens de corriger absolument le préjudice qui est fait aux ayants droit. Je voulais vous remercier aussi d'être si présents, parce que vous êtes quand même des journalistes et vous êtes dans un festival avec beaucoup de films. Donc prendre de votre temps pour venir nous voir, je trouve que c'est extrêmement généreux et tout à fait... je vous en remercie beaucoup. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On va ouvrir le débat si vous avez des questions à poser. Bonjour, j'ai tout un tas de questions, beaucoup, mais 3 plus précisément. Le canon n'existe plus depuis 8 mois, je crois. 8 ou 9 mois. Je voudrais savoir, mettre les pieds sur terre. Oui, c'est vrai, on vous a écouté, monsieur, en réclamant la protection des créateurs, mais je voudrais mettre les pieds sur les terres et voir. En fait, qu'est-ce que ça a éliminé? Quels ont été déjà les dommages qui ont été provoqués déjà? Et deuxième question, qu'est-ce que vous demandez? Parce qu'on est dans un carrefour très complexe où d'une part le canon n'existe plus et alors cette rémunération est disparue, mais d'autre part vous attendez une rémunération de la part du budget général de l'État, et dans le cadre économique actuel est très improbable que cela puisse arriver. Les budgets sont de plus en plus petits, il y a des coupures de plus en plus grandes. Alors je voudrais savoir qu'est-ce que vous demandez exactement? De réintégrer le canon, vous demandez? Non. Ce que j'ai dit avant est que nous ne voulons pas que l'État, c'est-à-dire que les gens doivent payer des taxes pour récupérer les copies privées. Non, ce sont les industries technologiques qui sont en train de profiter de tout cela. C'est à ces sociétés-là de le payer. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à nuancer, mais bon, voilà l'idée.
je voudrais intervenir pour des aspects techniques ou qui c'est lié au droit espagnol. On a changé un système qui existe dans les autres pays européens. Et ce qui est logique est de revenir vers un système qui existe dans les autres pays européens. Si ça a été changé parce qu'on disait que la compensation allait être portée sur le budget général de l'État. Mais si au bout du temps, on voit que l'État n'a pas de l'argent pour payer cela, et c'est logique, alors ce qui est logique est de faire comme les autres Européens, de rechercher, c'est-à-dire de changer les lois, c'est-à-dire faire un petit peu comme la France et identifier un système de compensation à travers lequel ceux qui vont payer les dommages soient les fabricants de ce support-là, et non pas un système indiscriminé où tous les Espagnols devront payer. Pardon, pas de micro, on ne peut pas traduire sans micro. Pas de micro. Je travaille pour AISP, la société qui gère la propriété intellectuelle des acteurs, et la décision du gouvernement de donner une charité de 5 millions à distribuer entre tous, c'est tellement absurde, ça, que si c'était pas réel, ce serait pour, je ne sais pas si pour rire ou pour pleurer. Chez nous, dans notre association, nous avons reçu entre 5 ou 6 et 12 millions d'euros des copies privées. Avec ces millions d'euros, qui semblent beaucoup, mais qui en fait, les sociétés qui fabriquent et qui exportent ces produits sont en train de gagner en Espagne 100 000 millions. C'est-à-dire 100 milliards. Et on exigeait de payer 0,001%, c'est-à-dire rien de l'argent de poche. Céder cette partie de leurs bénéfices n'allait pas déséquilibrer leurs bénéfices. Mais on ne sait pas pourquoi, bon, on le sait, pour des questions stupides de la politique, le gouvernement, en se faisant écho d'un canon qui n'a jamais existé en Espagne, parce qu'en Espagne, le canon n'a jamais existé, c'est un mot inventé par les multinationales pour cacher la réalité. En Espagne, on n'avait qu'une compensation pour l'exploitation de notre travail. Moi, je fais un film, le film passe dans les médias, les gens copient ce film, et voilà, il y a un bénéfice énorme pour les propriétaires, c'est-à-dire pour ceux qui nous exigent d'acheter des appareils pour pouvoir enregistrer. Alors, lorsqu'on a retiré la copie privée, c'est-à-dire nos droits, on a perdu entre 8 et 12 millions d'euros. Un argent avec lequel on était en train de donner une assistance, des aides, parce que la loi oblige à enlever de cette rémunération par compensation, exige d'enlever 20% destiné à la promotion. Et surtout, et c'est ce que nous voulons obtenir, à la protection de nos membres, de nos partenaires. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont morts dans la plus grande pauvreté, ça a été un scandale social. Alors, à partir du moment où AISP existe pour distribuer ces bénéfices-là, on n'a pas eu un seul cas d'acteurs âgés qui soient morts de la pauvreté, parce que nous sommes en train de le protéger. Il y a 605 familles d'acteurs qui aujourd'hui perçoivent ou qui ont perçu, grâce aux copies privées, ces aides sociales. À partir de maintenant, que vont-ils devenir ? Aussi, pour clore le sujet, dans le soutien au festival avec ce fonds assistentiel à ce festival et à d'autres festivals, lutte contre le piratage, paiement d'assurance médicale, il y a tout un ensemble de choses d'assistance qui se sont arrêtées, mais tout cela se résume pour dire que 115 millions d'euros qui allaient dans l'industrie culturelle maintenant ne sont plus là. Et c'est pas ni pour les droits ayants, ni pour pouvoir l'utiliser pour toutes ces différentes tâches d'assistance. Je voudrais savoir,
Parce que non seulement les acteurs, non seulement les créateurs de théâtre et de cinéma ont ce problème. Nous qui sommes ici en tant que journalistes, nous avons le même problème. Et moi aussi, je vais écrire un article, ce sera très joli et ce sera très bien et on va me le publier, 20 journaux vont le publier, mais moi je ne vais être payé que le salaire de mon journal, le journal pour lequel je travaille. C'est-à-dire que la même chose a arrivé aussi avec le gouvernement avant. Oui, on n'a rien fait parce qu'ils ont peur vis-à-vis des entreprises, peur vis-à-vis des votes des citoyens qui ont des ordinateurs et qui téléchargent les films. Si moi je vais au cinéma, j'imagine qu'il y aura un pourcentage pour le distributeur et un pourcentage pour l'auteur. Mais ici, seulement le spectateur gagne s'il va télécharger ça. Alors voilà le secret pour pouvoir finalement résoudre cette question. Si nous tous sommes ensemble contre le piratage et essayer de trouver les modes techniques, policiales et morales aussi pour essayer d'arrêter ce problème que nous avons. Sinon tout le reste, je sais pas. Bon, voilà la voie à suivre, je crois. Oui, vous avez parfaitement raison. Moi, je voulais pas trop parler ici de problème de la piraterie parce que c'est vraiment disons que c'est un autre sujet quelque part, très complexe. Et je dirais qu'un des vrais problèmes, c'est qu'il évolue différemment en Europe. Il y a des pays qui me paraissent plus efficaces, et pas que des pays, il y a des parties des industries qui sont peut-être plus efficaces dans certains pays. Pour le cinéma, par exemple, je crois que c'est surtout, actuellement, les actes massifs de piraterie dans beaucoup de pays sont liés aux sites pirates illégaux. Et paradoxalement, les moyens de droit existent par les directives, mais ça implique que les ayants droit soient très efficaces pour mettre en place des injonctions contre ces sites pirates pour bloquer justement les films pirates. Et donc ça, c'est une technique qui commence à se développer de façon assez efficace. Mais c'est je dirais, un travail quotidien, quoi, parce que vous voyez bien, vous fermez des sites pirates, ils renaissent. Et donc, ça va prendre forcément des années. L'autre chose, c'est que Internet, moi, je trouve ça formidable. Mais c'est sûr qu'il y a un problème d'éducation des gens. On a un moment intéressant, comme si, au fond, il y a un nouveau monde qui se crée, dans lequel les règles restent... enfin, il n'y a pas de règles. Donc, on voit toutes sortes de comportements assez étonnants. C'est sans doute ça le début de nouveaux modèles économiques. Un monde comme ça de Far West qu'il faut encadrer. Et en tout cas, comme ayant droit, au niveau européen, au niveau international, nous travaillons beaucoup là-dessus. Moi, ma responsabilité, c'est de travailler sur les textes européens. Je peux vous dire qu'on a beaucoup travaillé depuis cette législature. On a commencé par pousser le Parlement européen à faire un rapport très circonstancié pour établir qu'est-ce que c'est que la piraterie, où ça se passe, pourquoi et comment on peut y répondre. Et quelque part, le Parlement européen est dans un climat extrêmement difficile parce que, comme vous savez bien, les hommes politiques sont tout à fait divisés sur ce sujet. Il y a ceux qui pensent que Internet, c'est un espace de liberté et qu'on ne doit rien faire, qu'il faut laisser ces choses-là marcher comme elles sont. Et c'est assez drôle parce que c'est pas forcément des élus libéraux. Vous avez aussi dans les rangs socialistes, dans les rangs des Verts, et puis des partis pirates dans le nord en Suède et même en Allemagne, dont c'est le message moral, quoi, d'obtenir qu'il n'y ait aucune règle sur Internet. En même temps, les choses changent. Je lisais Le Monde d'hier ou d'avant-hier et on parlait de neutralité technologique qui est un des enjeux. Et apparemment, l'autorité des télécoms en France vient de reconnaître qu'on pouvait, je dirais, réguler la neutralité du net, pour permettre justement que ce soit les services passants payants qui aient un accès privilégié. Donc vous voyez que toute cette espèce de mythologie qu'on ne pourrait rien faire sur Internet et que surtout rien faire, elle va progressivement se réduire et que des modes de régulation, y compris pour la piraterie, vont se développer.
Mais le problème, c'est que ça prend du temps et que chaque jour de temps en plus, c'est de la piraterie en plus. Et ça, c'est préjudice absolu pour la musique, pour le cinéma, par exemple, ça c'est sûr. Mais je ne suis pas politicien, donc je ne dis pas ça pour me dire pour gagner du temps, mais c'est clair qu'on voit que les choses commencent à bouger. Hein. Et de mon point de vue, avec la globalisation, ça c'est aussi un autre problème, c'est qu'avant on avait des techniques nationales, et évidemment il y a une sorte de globalisation qui s'incorpore aussi avec les notions de net, qui fait que les règles, on doit les chercher à tout le moins au niveau européen, si ce n'est au niveau global. Donc ça aussi, ça complique les choses, parce qu'on part de pays qui ont des mentalités différentes, qui ont des tempéraments différents. Donc c'est des enjeux, c'est des défis, je suis bien d'accord. Merci. Donc, ça serait quoi la démarche à faire pour que l'Espagne ait la protection des copies privées, c'est changer la loi? Ou essayer de changer la loi? Mais je dirais plutôt que oui, c'est revenir aux principes qui existaient et des principes qui soient conformes au droit européen. Parce que là, c'est très clair qu'il y a en droit européen, quand vous incorporez la copie privée dans votre loi nationale, vous devez rémunérer, c'est-à-dire vous devez compenser le préjudice. Et compenser en fonction du préjudice. Hein. Ça ne peut pas être juste une petite somme comme ça. L'acte de copie, c'est un acte important, hein, parce que quelque part, c'est avoir un exemplaire chez soi d'une œuvre. Bon. Et la compensation qu'elle vous donne, c'est pas le prix non plus que vous payeriez si vous achetiez le DVD dans une boutique. Donc, ce qui se passe, c'est que le droit européen est tout à fait clair. Si moi, dans ma loi, je dis qu'il y a de la copie privée, je dois prévoir une rémunération. Alors, où il y a une liberté laissée, c'est sur le montant de la rémunération, c'est-à-dire que chaque pays fixe la rémunération, souvent en concertation et avec les bénéficiaires, c'est-à-dire les auteurs, producteurs et artistes, et les industries qui fabriquent les supports qui permettent, ou les machines qui permettent de copier, et ce sont eux qui payent, hein, ceux qui fabriquent ou ceux qui importent la machine qui copie, et comme l'a très bien dit mon collègue, le pourcentage qui est inclus dans la machine qui permet de copier est souvent extrêmement raisonnable hein, par rapport au coût total, et surtout grâce aux actes qui peuvent être faits, parce que les gens, quand ils possèdent un certain nombre de moyens techniques, peuvent copier énormément en réalité. Hein. Donc c'est un principe assez raisonnable, c'est un principe assez génial d'avoir pensé à quand même jusqu'à un certain point comment dire, indemniser les ayants droit pour un vrai préjudice, quoi. Hein. C'est un principe très, je dirais, assez génial et qui est plutôt une bonne chose parce que il n'empêche pas les gens de copier. Simplement, on dit si vous copiez, il faut que les gens qui vous aident à copier, ils payent. Donc c'est quand même assez... C'est beaucoup de bon sens, quoi. C'est pas des choses quand même très, très méchantes, il faut dire ce qui est. Mais pour faire clair, laisse pour moi, pour obliger à qu'eux ils payent, c'est la loi qui doit changer, sinon okay. Oui, okay. C'est clair. Okay. Ouais. Merci. Je crois que il y a quelque chose là qui est sous-jacent et qui est très dangereux, qui est en train d'arriver. Et c'est que, moi, personnellement, je voudrais qu'on parle de la propriété privée, parce que nous sommes dans un monde qui est très injuste et que la plupart d'entre nous n'aimons pas. Mais ce qui est très dangereux est que on ne met en question que la propriété privée des intellectuels, des créateurs, de l'industrie culturelle. Moi, du point de vue de l'avenir et des temps présents, pour moi, tout cela est très dangereux. Là, il y a aussi un aspect
qui est essentiel, et c'est que toutes ces multinationales, ils n'ont pas réduit le prix, ils n'ont pas baissé le prix. Cet argent-là, qui en théorie pourrait se l'épargner, économiser le consommateur, va dans le compte des résultats pour ces grands capitalistes qui sont en Corée, au Japon, lorsque cet argent-là, indépendamment de l'œuvre sociale, qui est aussi très importante de la part de toutes ces entités de gestion, ça devrait aller aux poches des créateurs des industries culturelles et pas dans les poches de ces gens-là. Et là, on n'a rien dit. Cet argent n'a pas été récupéré. Et je crois que ensuite, je ne comprends pas la décision du gouvernement. L'autre jour, un avocat me disait que ça allait contre la loi. Mais maintenant, ils savent que si nous, on fait appel, ils vont perdre. Les avocats de l'État le savent. C'est un droit communautaire européen, moderne, harmonisé. Et seulement ici, dans ce pays, en Espagne, où on va, au lieu de en avant, en arrière, on est en train de perdre, je sais pas, de tirer par le bord tous les efforts qui avaient déjà été faits. Je vous donne une idée. Je crois que la norme qu'il y avait avant, qui était quelques centimes pour les CD et les DVD, pour permettre d'une manière non répressive, c'est-à-dire que tu puisses même faire tes copies d'un disque que tu as acheté pour pouvoir avoir une copie ou pour pouvoir le donner en cadeau pour l'avoir dans ton bureau ou dans la voiture. Bon, je crois qu'on était parvenu à une formule économique, peut-être elle était un petit peu discutable, il aurait fallu voir le montant de cette compensation, mais on avait une méthode non répressive, non punitive, il fallait pas avoir un flic là, surveiller si tu es en train de violer une propriété. Non, c'est comme si on vole un auteur, c'est pas grave. Ça oui, on peut pas voler les gens ni les cambrioler parce que c'est comme si les intellectuels avaient toujours été les clowns de la société. Bon, alors c'est comme si c'était pas grave de voler aux créateurs. C'est pénible. Et je crois que la mesure qu'on avait, elle était bien. Je comprends pas ni comment le gouvernement en plus veut faire payer les citoyens encore une autre taxe complètement injuste. Mais si on consomme, on paye quelques centimes et ça y est, puisque ce sont des droits justes, c'est une propriété que tu as, tu établis combien. Et non, il ne s'agit pas d'essayer de mettre des ports dans... C'est-à-dire non, il s'agissait tout simplement de laisser la technologie continuer à faire des progrès, mais pas en faisant payer les citoyens. Là, il y a beaucoup à faire du point de vue de l'éducation et de la sensibilisation des citoyens. Les citoyens doivent savoir que de la même manière qu'on ne peut pas voler une voiture, on ne peut pas voler aux intellectuels, aux créateurs. Dernière question, peut-être, et on va finir. Et on peut continuer à parler au restaurant, à Nineo. Oui, ce que vous venez de dire serait très bien, oui. Mais moi, je vais au cinéma et très souvent, je rigole quand on me dit « Monsieur, si vous copiez, vous irez en prison. » Et en bas, c'est écrit « Surveillez ». Et moi, j'ai dit, j'ai payé un billet pour venir voir le film, pas pour surveiller les gens qui sont en train de regarder le cinéma. Non, il faut faire des règles. C'est pas tout simplement de dire, moi, j'ai un très bon cœur et je ne télécharge pas. Oui, moi, j'ai un très bon cœur, mais il y a des gens qui ne le sont pas. Alors, ne peut-on établir une surveillance sur Internet et dire, oui, vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez. C'est comme la liberté d'information. Lorsque les télés ne pouvaient pas informer, seulement la télévision espagnole pouvait donner les informations. Non, informer, oui, mais payer le journaliste, non pas comme un constructeur ou comme quelqu'un qui veut informer de ce que vous voulez informer. Non, mais payer tout simplement. Il doit y avoir une formule pour l'appliquer, pour que les gens qui téléchargent sur Internet, tout simplement, qu'ils payent. Celui qui télécharge, il va payer, point, c'est tout. Et sinon... Moi, c'est à moi d'être bon ou méchant, mais moi, c'est pas à moi de surveiller, de regarder sur l'épaule et de voir les gens s'ils sont en train de copier ou pas. Vous me comprenez? Non, je ne parlais pas non, bien sûr, de surveiller les autres, mais être conscient du fait que les produits culturels ont des propriétaires et qu'il y a un dommage là.
conclure, je trouve qu'avec cette... et dans les pays plus avancés, je vous dis, on travaille pour améliorer la copie privée, parce que les gens copient, donc c'est un fait. Et puis, on pense aussi, dans les pays qui pensent le plus à Google, les taxés, hein, parce qu'ils ne payent pas l'impôt sur le chiffre d'affaires dans les pays où les consommateurs, ils ne payent pas de TVA non plus, comme vous le savez. C'est des idées auxquelles on travaille déjà au niveau français, et je compte demander à des responsables européens fiscalistes de s'intéresser à ces questions, parce qu'il y a une perte non seulement de TVA, mais aussi une perte d'impôts hein, pour l'Allemagne, pour l'Angleterre, pour la France, du fait que Google, YouTube, comme vous le savez, communiquent dans ces pays, mais ne sont pas établis. Et ça, c'est de vrais enjeux aussi. Moi, j'ai l'impression qu'en Espagne, en supprimant cette redevance pour la copie privée, on n'est absolument pas en train de penser à tous ces enjeux, quoi, qui sont absolument importants. Et ce n'est pas simplement les auteurs, c'est les principes mêmes de régulation des économies pour votre pays. Hein. Donc, pour moi, il y a comme une espèce de contresens historique là-dedans qui, il faut dire, me scandalise, quoi, hein. C'est sûrement pas dans cette direction-là qu'il faudrait aller. Bueno, pues muchas gracias Yvonne, Imanol. Merci beaucoup, Yvon, Imanol. Je vous ai déjà dit que maintenant, on peut continuer à en parler autour d'un verre de vin.